Bernard Arnault est le 4e homme le plus riche du monde. Sa fortune colossale est estimée à plus de 60 milliards d'euros. Il est notamment propriétaire des quotidiens Le Parisien et Les Échos. Et à ce titre, le milliardaire touche 12 millions d'euros d'aide de l'État chaque année. Cet argent, c'est celui des contribuables français, c'est le vôtre. Alors, reprenez le pouvoir, donnez à la presse que vous aimez, donnez à TV Liberté. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons tous deux au cinéma. Bonjour Maxime. Bonjour Anne. Alors, vous avez vu Bienvenue en Sicile. Je suis parti en vacances en Sicile. Et vous avez aimé. Absolument. C'est vraiment un air de vacances ce film, parce que c'est vrai que, bon, la dernière fois, vous aviez dit les meilleurs compliments sur le film, mais bon, le pitch pourrait laisser penser à un film de guerre, un peu tristouille, la mafia. Il y a ça aussi, mon ami. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi, mais, les Siciliens ont faim. Évidemment, les Siciliens ont faim, mais on arrive avec ces paysages absolument superbes, et puis ces scènes avec énormément d'humour, une très très belle photographie. Une légèreté. Une légèreté. Alors, certains commentateurs ont dit il y a un petit air de la Grande Vadrouille, mais c'est pas totalement faux. C'est pas totalement faux parce que il y a évidemment la trame de fond qui est la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec les Américains qui vont prendre la Sicile comme base avancée pour pouvoir récupérer l'Europe avec un deal historique entre l'armée américaine et la mafia. Vous dites historique, mais c'est très peu connu. Qui est très peu connu et qui, très peu connu. En tant que tel, mérite qu'on voit le film. Donc, deal historique qui aboutit évidemment à la facilitation de la vie de la mafia après la guerre, parce qu'en échange, elle a permis à l'armée américaine de trouver des relais sur place. Carrément la sortie de prison de tous les mafieux. Absolument. Mussolini, quelle horreur, Mussolini avait coffré tous les mafieux. Et les Américains les rendent à l'air libre. Mais vous savez, c'est la même chose en France. C'est-à-dire les communistes ont, sur la fin, été des grands résistants, une fois que Staline a décidé de ne plus soutenir M. Hitler. Et moyennant quoi, ils ont eu cette aura de vainqueur à la fin qui leur a permis de faire tout ce que l'on sait depuis. Donc en réalité, le film fonctionne assez bien. Et surtout, je pense que c'est un film qui est un mélange de genres. Parce que c'est à la fois un film de guerre, mais en même temps, on ne voit pas tellement de grandes scènes de guerre. On voit des bombardements, des gens qui se réfugient. On voit le débarquement et on a l'impression qu'on est dans le jour J. Absolument. Ouais. Et néanmoins, tout ça est fait de façon très sobre. C'est un film de mafia, mais il n'y a pas non plus 50 morts au kilomètre comme dans ces films des années 80. Enfin, il y en a quand même. Il y en a évidemment, mais c'est pas que ça. Donc c'est vraiment un film à multiples facettes, avec énormément d'humour. Vraiment des portraits de genre très amusants. Enfin, ne serait-ce qu'au début du film, on est donc les Américains commencent à débarquer. On est chez une famille italienne et à chaque alerte bombardement, évidemment, ils vont se réfugier à la cave. Et là, on voit deux voisins. Donc il y en a un qui est le grand-père de la famille, qui lui a un culte pour Mussolini. Il transporte sa statue. Il y a une statue dans le placard du Duce qui est comme ça. Et à chaque fois que quelque chose se passe, il va prier devant le Duce, il va dire toi qui es le tout-puissant, etc., etc. Et puis il y a la voisine qui elle est une bonne catholique et qui a une vierge qui a deux bras et qui a les bras. Et donc à chaque fois qu'ils sortent pour aller se réfugier dans le local du village dans lequel on se réfugie, dans les caves, eh bien tous les deux sont, si j'ose dire, se rentrent un peu dedans, ne savent trop comment s'y faire. C'est presque un théâtre de marionnettes. Exactement. Et on voit la Vierge et le Duce qui s'entrechoquent l'un l'autre. Et tout ça est très comique. Et il y a aussi le moment où les Américains distribuent de la nourriture, notamment du lait en poudre, et le père de famille dit « Non, non, c'est pour nous tuer, ils veulent nous tuer, on va le donner à la poule, et si la poule survit, on pourra en manger. » Puis la poule survit, bien entendu, il se jette dessus comme la misère sur le monde. Tout ça est vraiment très amusant, beaucoup d'humour, et puis alors quelque chose de vraiment jouissif, ma chère Anne, c'est que Télérama a détesté. Ah oui, ça c'est la preuve. Et ça, vous savez que... C'est la preuve que nous avons raison. Voilà. Moi, j'ai un indicateur simple. Quand Télérama déteste et que j'aime et que les gens aiment, c'est que c'est un film absolument génial. Alors, ça n'est pas un très grand film, mais c'est vraiment un excellent film. Oui, enfin, moi, je ne vois pas pourquoi on dit... Pour moi, c'est un très grand film. Non, c'est un bon film. Il a
on va voir au fur et à mesure, d'ailleurs, toutes ces finesses. À mon avis, on ne les a pas encore toutes vues. Oui. C'est un film italien avec... Bon, rien ne vaut le cinéma italien. Et qui a très très bien marché en Italie, il faut le dire. Un film italien. Alors, le gars, vous le savez, a été l'assistant d'Ettore Scola. Absolument. Et c'est son 3e film sur la mafia. Il est né à Palerme, donc il connaît son sujet. Il connaît bien son sujet, et en puis, tout cas, il a un regard très intéressant. Cette caricature politique, cette satire politique extrêmement corrosive sur la démocratie, avec l'image finale, je la redis, parce que le mafieux, avec son gros cigare, qui dit « La démocratie, c'est nous ». Il y a un côté très Louis XIV. Ça, c'est l'avant-dernière... sauf que Louis XIV n'était vraiment pas un mafieux. Bien sûr, mais et puis l'État, c'est moi, la démocratie, c'est nous. Oui, c'est ça. C'est une parodie de cette phrase, vous avez raison. Et puis la véritablement dernière image du film, quand notre soldat si naïf attend d'être reçu à la Maison-Blanche, alors qu'il ne sera évidemment jamais reçu, pour signaler les quelques dysfonctionnements de ce débarquement. Et puis on plonge dans une Italie qui est vraiment mignonne, c'est-à-dire l'Italie des années 50, un peu arriérée, mais dans le bon sens du terme, avec son lot de bigoterie, son lot de paysans. Il y a notamment un soldat qui Pourquoi va... vous parlez de bigoterie? C'est la foi, c'est la foi italienne. On promène les saints. Exprimé d'une façon très voyante, mais très mignonne. Je dis post-conciliaire ça avec beaucoup de bonhomie. Non, mais je dis ça avec beaucoup de bonhomie. Il y a des mots que je ne veux plus entendre. En fait, il y a parfois un petit côté Don Camillo, mais qui fait plaisir à voir. Absolument. Mais vous savez, je rentre d'Italie et je peux vous dire que les villes anciennes, les villes de l'intérieur de l'Italie, n'ont absolument pas changé. Absolument. On continue à vivre en famille, avec exactement les mêmes règles, celles des petits villages, des petites villes, des paysans et des catholiques de cette avant-guerre ou de cet immédiat après-guerre. Rien n'a changé. Pourquoi rien ne change en Italie? Parce qu'ils savent que l'éternité est extrêmement longue et qu'ils ont, dans chaque instant du présent, ils ont cette idée de l'éternité. Rien ne change en Italie. Et vous avez parfaitement raison. C'est pour ça qu'on l'aime. Et c'est un film qui met du baume au cœur. Voilà, qui pour moi est la marque un peu d'une Italie éternelle. Absolument. Et moi, j'encourage très vivement nos téléspectateurs à aller le voir. S'il ne faut en retenir qu'un en ce moment, c'est celui-ci. Alors, un autre conseil d'un très beau film, c'est notre ami Bruno de Séguin-Pazzi qui a écrit ce livre « Quand les chrétiens font leur cinéma ». Il nous conseille La Révolution silencieuse. Alors, il se donne dans très peu de films, dans très peu de salles, mais c'est l'histoire, nous sommes en Allemagne de l'Est, d'une classe dans laquelle un groupe d'élèves veut faire une minute de silence à la mémoire des victimes de l'insurrection de Budapest. Et bien évidemment, l'Allemagne de l'Est est soviétique, et donc c'est très mal vu, et donc les élèves vont être poursuivis. Et c'est, semble-t-il, un vraiment très bon film. Paraît-il, en effet. Et on rappelle Monsieur Je sais tout, donc ça fait 3 très bons films. Absolument. Et une bouse, comme dirait Maxime. Allez-y, c'est La Fête des Mères. Alors, La Fête des Mères, qui, elle, a été extrêmement aimée par Télérama. Et pour cause. Alors, j'ai le sens du devoir tout de même, Maxime, hein, parce que hier soir, je suis allée voir cette Fête des Mères, alors que je savais que ça serait mauvais, mais je voulais avoir des arguments pour tuer le film. Et là, c'est une réalisatrice femme, qui donc traite des sujets de femmes, n'est-ce pas? La Fête des Mères, c'est d'actualité, et elle crée une espèce de variation sur le pouvoir des mères, les bonnes mères, les mauvaises mères, les mères qui ne veulent vraiment pas être des mères et qui donc s'occupent mal de leurs petites filles, qui à leur tour vont reproduire ce schéma et ne pas s'occuper de leurs enfants. Le problème, c'est que, alors on a toutes les déjetées de la terre qui considèrent que faire un enfant vraiment, point quelle horreur, qui ne veulent pas allaiter, mais il n'y a que des femmes qui rejettent la maternité.
Oui, c'est-à-dire des femmes modernes, ce qui, voilà, en langage téléramisque. Alors, c'est quand même un peu lourd, parce qu'il y en a quand même beaucoup, et ce sont les plus nombreuses, qui n'ont qu'un désir, c'est d'enfanter. C'est-à-dire rester prisonnières de leur instinct animal, sans être capables de s'extraire de leur déterminisme biologique, comme dirait Alors, M. Payon. peu d'hommes, ils sont très loin, sauf un fleuriste homosexuel qui, lui, veut un enfant, bien évidemment. C'est son amant qui n'en veut pas, donc il a beaucoup de mal. Enfin bref, des filles... alors, une femme qui joue très très bien, et qui est Carmen Maura, qui est cette actrice qui est très aimée du cinéaste espagnol, dont vous allez me dire le nom tout de suite. Que j'ai oublié aussi puisque vous me prenez au dépourvu, mais ça n'est pas grave. Cette actrice qui a 60 ans maintenant, qui joue la mère espagnole très solide, qui élève d'ailleurs, après avoir élevé ses enfants, elle élève les enfants des autres. Et elle s'en occupe fort bien. Alors, elle est crédible, elle dit véritablement... C'est le pivot central du film, mais les autres sont quand même complètement à la dérive. Des filles enfants complètement nuls. À la dérive, extrêmement représentatives de nos petites bonnes femmes actuelles, entre 20 et 30 ans, 20 et 35 ans. Il y a aussi celle qui... alors, Marie-Christine Barrault apparaît. Alors là, c'est lourd, parce qu'on voit une Marie-Christine Barrault avec un Alzheimer qui commence, qui a énormément grossi et qui a encore son beau visage, mais enfin quand même c'est pénible. Et ses trois filles, les trois filles qui ne savent pas quoi faire de cette mère, qui les a laissées tomber, qui est partie avec ses amants. Et donc, il y en a une qui évidemment refuse énergiquement de faire un bébé, la deuxième qui en a un mais qui s'en occupe mal, et la troisième qui veut un enfant mais qui ne veut pas le faire et qui va donc adopter une petite enfant noire. Et vous savez, c'est une préoccupation. Moi, je vais vous raconter une anecdote tout à fait époustouflante. C'est que l'autre jour, dans un café, j'écoute la conversation de mes voisins de table, un garçon et une fille tout à fait élégants du 7e arrondissement, enfin des gens en apparence très chics. Et la fille explique au garçon que quand même, faire un enfant, c'est assez pénible parce qu'on grossit, il faut s'acheter de nouveaux vêtements, c'est des problèmes de sommeil. En plus, on ne peut même pas boire pendant la grossesse. Rendez-vous compte, s'il faut se passer de vin pendant 9 mois, alors que finalement, le faire par une autre femme et l'acheter tout prêt. Ah, carrément, oui, carrément. Elle n'emploie pas ce type de vocabulaire, mais enfin, si on peut l'acheter déjà tout sorti, c'est quand même hyper pratique parce que finalement, pendant 9 mois, on peut continuer à boire. Alors évidemment, rendez-vous compte, s'il faut s'arrêter de boire pendant 9 mois, pourquoi faire un enfant? Non, c'est sûr. D'autant plus qu'on peut très bien ne pas s'arrêter de boire. Un petit verre de vin rouge n'a jamais rendu les bébés idiots. Alors, la réalisatrice a bien dit « Je n'ai pas voulu faire une ode à la maternité ». Ça, on s'en est aperçu. Et alors, elle ajoute « La mère a un énorme pouvoir. Et tout pouvoir peut être dommageable, toxique et destructeur. » Voilà. Donc c'est un bon film de 68. On est dans la peinture de l'affreux pouvoir des mères, alors qu'il y a une autre façon de voir les choses, c'est que les mères, en effet, ont tout pouvoir, et elles ont le pouvoir de faire des enfants heureux. Oui, c'est-à-dire que la notion de responsabilité échappe. Parce qu'elle est restée prisonnière de l'approche 68 le pouvoir, voilà. Aucun pouvoir tout pouvoir bon, est mauvais. Voilà. Tout pouvoir vous avez raison. Oui, vous avez raison. En réalité, c'est pas tant la question du pouvoir que la question de la responsabilité. Parce que en fait, dans la dialectique libérale, c'est liberté, responsabilité. J'ai la liberté d'avoir des enfants, j'ai la responsabilité d'en prendre soin. Tout pouvoir est nocif pour ces gens-là, et donc une mère qui en effet a tous les pouvoirs est de toute façon, vous serez d'accord avec moi, ma chère Anne, pour dire que tout ce qui va mal, c'est de la faute des femmes, et ça remonte à Ève. Voilà, et donc comme ça, nous sommes tout à fait d'accord. Vous avez vu une autre... Alors moi, j'ai vu un autre film où les femmes, pour le coup, sont un peu le sujet du film, puisque c'est une histoire d'amour, c'est une sorte de western du 3e millénaire. C'est le nouvel opus de Star Wars. Alors attention, ça s'appelle Han Solo. C'est une histoire latérale. Alors c'est formidable.
En même temps, c'est triste et c'est formidable. C'est triste parce que Walt Disney a acheté pour une fortune cette marque Star Wars et donc l'utilise jusqu'à la moelle en faisant X films dérivés de toutes les histoires, les sous-histoires et les sous-sous-histoires et les troisièmes personnages. Sauf que là, c'est un film qu'on arrive à comprendre si on n'a pas vu le début. Et comme moi, dans Star Wars, à chaque fois, j'y vais en essayant de me dire, là, cette fois, c'est bon. Cette fois, j'aurai compris. J'aurai les clés pour être capable d'aimer cette série. Si vous ne comprenez pas, Maxime, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. La dernière fois, j'avais à peu près compris. Je me disais, c'est formidable, j'ai intégré les personnages, c'était l'étoile noire. Bon, ils meurent tous à la fin. Moyennant quoi, ça ne servait à rien, puisque c'est des nouveaux personnages la fois suivante. Donc là, c'est l'histoire de Han Solo. Alors, Han Solo, c'est un des héros de Star Wars, qui était joué par Harrison Ford dans la première série. C'est une sorte de cow-boy pirate des temps modernes, qui se vend au plus offrant, le type au grand cœur. Qui est un peu pirate, il veut gagner de l'argent, mais en même temps, il est jamais le dernier à dire oui s'il faut aider des femmes en détresse. Voyez, donc c'est un côté assez savoureux. Et donc, ce Han Solo, évidemment, on le suit au début de sa carrière, avait promis à des gens de leur livrer une marchandise rare. Il a échoué, on menace de le tuer. Il s'enfuit avec une jeune fille qu'il aime. Pas de chance, au moment de la fuite, elle se fait reprendre. Lui suit sa route et pour s'en sortir, il a une idée, en tout cas une option, la seule devant lui, c'est de se présenter à l'armée et donc il y va. Et c'est là que vient le nom Solo. On lui dit « Comment t'appelles-tu » Han, H-A-N, et tu es tout seul. Oui, tu es donc Han Solo, Han le solitaire. Et ensuite, il va s'enfuir, après, à l'issue d'une bataille, rencontrer quelqu'un, devenir mercenaire, et puis finalement être remis dans les mains de cette fille qui, entre-temps, a rejoint une organisation criminelle de haute volée. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est le schéma assez classique du film. Le héros va subir une série d'aventures jusqu'au moment où, à la fin, c'est un gentil. Donc, il va aider les gentils à s'en sortir, je n'en dis pas plus, en espérant récupérer la femme qu'il aime, sauf que ça va être un petit peu plus difficile puisqu'elle l'aime tellement qu'elle va essayer, au contraire, de le protéger en restant du côté obscur de la force, comme on dit dans cette série. C'est beau. Donc, il y a des scènes d'amour, alors un peu bizarres, parce que vous savez que dans cette saga Star Wars, il y a des gens de toutes sortes, et il y a même des robots humanisés, etc. Donc tout ça est un peu bizarre. J'ai jamais vu Star Wars. Mais je dois dire que c'est un film dont on a dit beaucoup de mal avant qu'il ne sorte. Et en fait, qui a été presque une catastrophe industrielle, tellement le fait de le filmer, de le réaliser avec l'argent dépensé, épouvantable. Et néanmoins, pour une fois, je dirais que c'était plutôt pas mal. C'est une forme de western du 3e millénaire qui n'est clairement pas un grand film, mais on peut aller le voir, on peut même aller le voir avec des adolescents, ça n'est pas si mal. Bon. Et on y comprend quelque chose. Bon, eh bien la cueillette est bonne. On résume. Bienvenue en Sicile. Ça, c'est vraiment on y va sans un faute. Must, comme disent les Français. Voilà. Bienvenue en Sicile. D'autant plus que c'est les productions Sages qui le diffusent en France et que, voilà. Que ce sont nos amis et que nous les défendons. Ce sont nos amis, voilà. Bienvenue en Sicile. Monsieur Je sais tout, La Révolution silencieuse et Han Solo. Et on peut vraiment éviter d'aller voir La Fête des Mères. De toute façon, La Fête des Mères, c'est passé. C'est tous les jours, La Fête des Mères. Merci, Maxime. Amis de TV Liberté, à la semaine prochaine. Chers amis de TV Liberté, pour cette rubrique « Je lis, donc je suis », j'ai même envie de dire « Je prie, donc je suis », puisqu'aujourd'hui, nous recevons Monsieur l'abbé Barthes. Bonjour Monsieur l'abbé, pour un très beau livre qui est la biographie de Don Gérard, sous-titré « Tourné vers les seigneurs » par Yves Chiron aux éditions Sainte-Madeleine. Ce père abbé, peut-être, Monsieur l'abbé, en quelques mots, qui est pour vous Don Gérard ? Pour moi, il représente beaucoup, je lui dois énormément. Je l'ai connu en 1974, au moment où il était installé depuis peu dans une très jolie ancienne abbaye, prieuré, on va dire, de Bénois, oui, sur les bords du Ventoux, sur le mont Ventoux. Et où près du Barou. Près du futur Barou. Oui. Oui. Enfin, près du village du Barou. Près du village du Barou, mais près aussi de ce qui sera sa fondation au Barou.
Et il commençait cette petite fondation bénédictine. Il avait à l'époque d'abord un frère un qui est venu le rejoindre, donc qui est devenu le père Jean, et ensuite le père Joseph. Et après, la communauté s'est agrandie. Alors, que s'est-il passé pour que ce moine, petit retour en arrière biographique, ce moine qui a une mère extrêmement pieuse, qui lui donne une instruction religieuse très tôt, et qui le confie aux sœurs du Cénacle, qui lui instille le sens de la prière aussi. Il va dans cette école des Roches qui est dirigée par André Charlier. Voilà, c'est-à-dire que quand il est arrivé, c'était pendant la guerre. Pendant la guerre, oui. L'école était repliée. À Bordeaux, près de Bordeaux. Près de Bordeaux, enfin près de Madiran, exactement. Madiran. Près de Madiran, où il connaîtra cette abbé Maslac, n'est-ce pas? Et donc c'est une école importante, c'est l'école des Roches, enfin qui a plusieurs établissements. Oui. Celui-là qui venait d'avoir... Et il écrit brusquement à 18 ans, grâce à Charlier, rencontre de l'absolu, un goût qui ne me lâchera plus jamais. Cela m'a conduit au cloître, ce jardin fermé où se cultive la sainteté. C'est une définition de l'idéal monastique. Qu'il a connu à Madiran, où une petite fondation bénédictine, enfin déjà relativement importante, et qui va ensuite se déplacer à Tournaille, mais qui, dans des bâtiments qui existent toujours d'ailleurs, à Madiran, commence la vie bénédictine. Et qui a donné son nom à ce grand écrivain journaliste, Jean Madiran. Qui s'était retiré à la fin de la guerre. À Madiran, justement. Et qui était professeur de philosophie aux écoles de Charlier. Et qui a été le professeur de philosophie de Don Gérard. Gérard Calvé, donc à l'époque. Don Gérard Calvé. Grande famille, on a oublié de le dire, grande famille de négociants bordelais, jolie maison. Et voilà notre jeune moine qui renonce à ses biens, qui renonce au monde pour rentrer au monastère. De Madiran, il va passer au monastère de Tournaille. Voilà, qui est un monastère qui se crée à cette époque-là, qui se bâtit, qui existe toujours aussi, mais qui est moins florissant qu'à l'époque. Alors j'ai connu Tournaille, je ne connaissais pas Don Gérard comme tel, mais jeune enfant, adolescent, j'allais de temps à autre dans cette abbaye du bord du Gave de Lourdes, je crois, pas très loin de Lourdes, qui était très, très florissante, très belle liturgie bénédictine, chant magnifique, et Don Gérard s'occupait de l'alumna, c'est-à-dire une petite école. Il a toujours été très sur les choses de l'éducation, de garçons qui étaient à la mode ancienne, adjointe à l'abbaye, qui d'ailleurs chantait pendant certains offices, c'était très joli. Et voilà. Il est envoyé à Curitiba, au Brésil, pour créer une abbaye fille. C'est ça. Tournaille est déjà... Enfin, Madiran, donc Tournaille, est une abbaye fille d'un Calcate, sauf erreur. Donc la congrégation de Subiaco, une des deux congrégations bénédictines françaises, Solesmes et Subiaco, qui va, donc à cause du nombre de ses moines, envoyer des moines au Brésil. Don Gérard étant choisi, vraisemblablement, parce que, enfin c'est ce qu'il m'a dit, il m'avait dit lui-même, sa famille avait des rapports étroits commerciaux avec le Portugal, il baragouinait, on va dire, le portugais, ce qui facilitait les choses pour apprendre ensuite la langue. Mais ça a été pour lui une très grande expérience à tous égards, belle expérience spirituelle de fondation. Mais aussi, c'est là qu'il a vu les débuts de la crise liturgique, enfin les débuts même. C'est là que les affaires se gâtent, parce que déjà, des mouvements dits de libération, si je puis dire, dans tous les domaines, politiques et théologiques, se propagent au Brésil. Et tout d'un coup, le père abbé de cette petite abbaye veut introduire la psychanalyse, il veut introduire, il veut que les moines ne portent plus, quand ils sont dans le monde,
leur tunique. Ou même tout simplement quand ils ne sont pas dans le chœur. Quand ils ne sont pas dans le chœur, voilà. Et puis, la clôture est allégée et certaines femmes sont introduites au réfectoire. Et donc, ça se passe là-bas, mais ça commençait à se passer aussi à Tournaille. Et quand il va rentrer à Tournaille, c'est toute la congrégation qui, à partir de 65-6, passe à ce type de nouveautés. J'aime bien votre expression. Or, pour Don Gérard, qui est un fidèle de l'abbé Muard et Mère Marie Cronier, il y a Muard, c'est donc le fondateur de la congrégation de Subiaco en France, le fondateur de la pierre qui vire. Voilà. Il n'y a que pour code la règle, pour moyen l'oraison. Et la règle bénédictine, c'est pour Don Gérard quelque chose d'immuable. Mais nous sommes dans un monde où plus rien n'est immuable. Alors, vous êtes vous-même très au courant de ces tragiques évolutions, puisque vous avez écrit, Monsieur l'abbé Barthes, La messe à l'endroit, et puis un livre très important, La messe, une forêt de symboles. C'est un commentaire allégorique ou mystique de la messe romaine traditionnelle et c'est publié chez Via Romana. Le problème, c'est et toutes ces évolutions trouvent un appui dans les décisions du Concile. Ah certes, oui, sans aucun doute. Et la réforme liturgique a commencé en 1964. 65, le Concile s'achève, mais la révolution, on peut dire, la révolution liturgique est en marche. En même temps, pour ce qui concerne les religieux, mais aussi les séminaires, mais les religieuses, etc., d'un grand bouleversement institutionnel. On réforme toutes les règles monastiques, toutes les règles religieuses. Les séminaires se transforment à très grande vitesse, je l'ai connu puisque j'étais au séminaire à l'époque où Don Gérard était au Brésil, de 64 à 68. Et d'ailleurs, j'ai aussi connu Tournaille pour une retraite de séminariste dans ces années-là où les choses avaient complètement changé déjà. Et alors, conséquence de toutes ces évolutions, les esprits les plus épris d'absolu quittent les monastères et deviennent ermites. Voilà, oui, alors où ils quittent, où ils se mettent sur les bords de la route. Enfin, en Calcate, il y avait quelques moines qui célébraient toujours la messe ancienne, qui conservaient autant qu'ils pouvaient pour eux-mêmes l'office en latin. D'autres s'en vont, d'autres sont intégrés dans des diocèses, d'autres, comme a voulu le faire Don Gérard. À ce propos, oui, on l'appelle Don Gérard, et ça a passé à toute sa congrégation. C'est une mode, je pense, et non pas Don Gérard Calvé, comme on dit Don Guéranger, etc. Oui. Je pense que c'est à cause pour Tournaille, c'était déjà vrai à Tournaille, d'appeler les moines, ou un certain nombre d'entre eux, par leur prénom, à cause, je pense, du séjour, du lien avec le Brésil. Où au Brésil, on appelle très facilement les prêtres, voire les évêques, Don Antoine, etc. Oui. Donc, Don Gérard, puisque Don Gérard il y a, et Don Gérard Calvé, si on veut, va demander à quitter le monastère, être exclostré, comme on dit, de manière très régulière d'ailleurs. Hein. Et très vite, il est rejoint dans son à Bédouin, et il va s'en remettre. Voilà, avec d'autres passages, mais très rapidement, Bédouin. Bédouin, il va s'en remettre à la Vierge, à laquelle il va écrire une lettre un soir. Il lui dit, Sainte Mère, ça ne peut plus durer, il faut trouver une solution. Et le lendemain, il trouve le terrain du Barou et des gens pour l'aider à construire cette abbaye que, chers amis de TV Liberté, je vous invite à aller visiter, dans laquelle vous pouvez aller prier parce qu'elle est absolument extraordinaire. Pourquoi, à votre avis Elle est extraordinaire parce que
C'est une abbaye qui est entière sortie de terre, Oui, style médiéval. mais en style médiéval, voilà, c'est ça. Elle est reprise du Qu'ils aillent style. aussi, des auditeurs de TV Liberté, des spectateurs, voir le petit monastère de Bédouin, Bédouin, oui, où oui, l'aventure a commencé, Oui, oui. et qui est une véritable petite merveille romane, Oui, qui est oui, un c'est lieu sûr. très beau, dans C'est lequel finalement la communauté est restée assez longtemps Oui. avant de construire le Barou. Et Parce s'est que- développé beaucoup. Il faut quand même dire quelque chose de très triste, c'est que pendant presque 20 ans, Don Gérard a été hors ordre monastique. Oui, Et- oui, c'est une histoire assez compliquée que Yves Chiron raconte Oui. précisément. Très bien, oui. Bon, il aurait pu prendre un peu plus de recul pour expliquer les choses, mais enfin, peu importe. En tout cas, il l'explique dans le détail. Au début, non. Don Gérard était véritablement exclostré, c'est-à-dire qu'il avait la permission du père abbé de Tournaille d'aller ailleurs. Alors après, les choses se sont gâtées quand il a fondé quelque chose qui est devenu une véritable communauté, et il fallait savoir quel était le statut de cette communauté. En réalité, les choses se sont gâtées parce que, dans le même temps, Monseigneur Lefebvre Oui. organisait sa fraternité Saint-Pie-X, et les deux destins sont parallèles. Les condamnations viennent en même temps, et ensuite les réconciliations ou semi-réconciliations, comme on voudra, viennent Oui, aussi en oui, même temps. il a malheureusement été à un moment douloureux, comme d'autres personnes, je crois, bien sûr. y compris vous. Bien sûr. Y compris vous. Je crois que les fidèles catholiques qui ne sont pas de la tradition n'ont absolument pas pris la mesure, et c'est pour ça que je suis heureuse de faire cette émission, la mesure de la souffrance que toutes ces réformes ont entraînée. Et j'insiste lourdement, ayant été témoin moi-même de ces souffrances, et je crois qu'il faut bien le dire, et que des réformes qui provoquent tant de souffrances sont peut-être à revoir, parce qu'elles ne sont pas bonnes. Alors, il y a une chose très importante, c'est... il y a un texte fantastique du père Congar qui dit qu'il faut s'ouvrir au monde, être dans le monde. Or, l'idéal monastique, c'est justement D'être retiré du monde. tout d'être en étant- retiré du monde. Et voilà ce qu'écrit Don Gérard. La consécration totale de l'existence humaine au service solennel de Dieu, la vie du moine, en somme, n'est qu'un témoignage rendu à la transcendance de Dieu. Dieu est tout, et parce qu'il est tout, il mérite qu'on lui donne tout. Le moine témoigne ainsi du caractère relatif, insuffisant des biens d'ici-bas. Donc ce recul que le monastère exerce par rapport au monde, on peut pas l'anéantir, sinon il n'y a plus de monastère. Sinon, il n'y a plus de monastère. Et en effet, il n'y a plus de monastère. En tout cas, les monastères réformés se sont vidés à grande vitesse, et alors que les monastères non réformés, celui donc de Bédouin d'abord, du Barou ensuite, mais aussi dans le même temps de Fongombo et de toutes ses filles, Fongombo qui, à cette époque-là, se développait énormément à cause de cela. Oui, à cause de cela. Ces monastères-là subsistent. D'ailleurs, oui, comment dire, cette référence monastique est très important, a été très importante dans la crise que l'Église a connue, et notamment la crise liturgique, car avant cette crise, beaucoup de fidèles catholiques, ayant une certaine connaissance des choses, se rattachaient à des abbayes, allaient suivre la liturgie dans les abbayes, entendre le chant grégorien. Et tout ça, à un moment, s'effondre. Quelques lieux résistent. Fongombo d'abord, puis en 1974, le Saint-Siège, c'est-à-dire Paul VI, oblige Fongombo à prendre tout de même la nouvelle messe. Et à ce moment-là, Bédouin prend le relais. D'ailleurs, moi-même, je suis passé de l'une à l'autre. On découvre qu'il existe quelque chose qui va continuer et qui sera un pôle très important. Je dis bien pôle. Il y aura deux choses dans ce monde traditionnel. C'est une bonne expression. Icône d'une part, et Bédouin le Barou d'autre part, qui vont constituer ce monde liturgique tridentin qui, bon, maintenant est tout à fait autre chose, bien sûr, mais Bien sûr. qui, à cette époque-là... Grâce
au motu proprio de Benoît XVI, que vous remerciez chaque année, Monsieur l'abbé, puisque vous êtes l'aumônier du pèlerinage Summorum Pontificum. Qu'est-ce que c'est que ce pèlerinage? Ce pèlerinage, justement, est fait pour... À Rome. À Rome. En octobre. Rome, en octobre, pour le Christ roi, les jours qui précèdent, pour célébrer la liturgie traditionnelle à Rome même, et montrer donc à la fois prier Seigneur et Saint-Pierre, l'apôtre, pour l'Église, pour le salut de la liturgie. Et ça n'est pas une manifestation, certes, mais en tout cas, c'est une présence affirmée de cette liturgie à Rome, de tous ceux qui veulent la célébrer ou qui veulent la suivre. Il faut dire que, Summorum Pontificum et Benoît XVI, c'était en effet une chose merveilleuse, la plus belle de ce pontificat. Il restera le pontificat de Summorum Pontificum, je pense, le pontificat de Benoît XVI. Mais ça n'a été possible que parce qu'il y a eu cette continuité. Parce qu'il y avait les hommes derrière. Voilà, les moines soldats, les prêtres soldats. Une continuité de la célébration. Et des fidèles qui assistaient à la messe, qui voulaient à force assister à cette messe. Finalement, l'autorité romaine a fini par sanctionner au sens d'accepter ce qui se faisait sur le terrain. Et Don Gérard était un extraordinaire laudateur de la liturgie, du grégorien. Il pensait que le grégorien était déjà l'introduction au ciel. Oui, certainement, oui. Et il le pensait, il le vivait. Il faut se rendre compte que les moines qui appliquent la règle de Saint Benoît prient 7 fois le jour, selon le psaume, se lève la nuit donc dans la congrégation de Subiaco, qui a été continuée par Bédouin le Barou. On se lève on se lève en pleine nuit, on se recouche, ou on se recouchait, puisque je crois qu'ils ont adopté. Et tout le jour, à intervalles réguliers, on vient chanter les laudes, les petites heures, etc., jusqu'au soir, les complis, dans l'église éteinte. Il y a une très belle citation de Don Gérard, parce que ce livre, donc... cette biographie est très intéressante. Il y a beaucoup de citations. Et Don Gérard dit, parce qu'à un moment donné, les autorités voulaient aussi supprimer la prière la nuit, prier moins pour prier mieux. Et Don Gérard dit, mais enfin, compte tenu de tout ce qui se passe la nuit, il faut aussi prier la nuit. Et il y a une citation extrêmement amusante. C'est vraiment la lutte contre le démon, le prince des ténèbres, qui se fait en pleine nuit. Et puis, en ces temps politiques... Pardonnez-moi, mais c'est aussi très dur du point de vue de la santé des moines. Tous n'arrivent pas, au moins dans les débuts, à se lever de la sorte. C'est un rythme vraiment difficile. Il faut une véritable santé. Sans parler, Don Gérard le disait souvent, en constatant que certaines vocations se délitaient, qu'il y a cette répétition continue, qui est une véritable pénitence aussi. C'est tout le temps, on refait les mêmes gestes, on redit les mêmes paroles, on chante aux mêmes heures, on se trouve avec les mêmes personnes en communauté. C'est une pénitence, mais c'est aussi une impression et puis une impression d'éternité. Absolument. J'ai entendu à l'Angelicum, à l'université Saint Thomas d'Aquin, à Rome, une conférence assez éblouissante sur l'explication de la répétition. C'est vrai, de Mosbach, le romancier allemand. Qui était... je ne fais plus du tout les mêmes gestes sans penser à lui, et on comprend la signification de la répétition. C'était magique. On trouve cette conférence sur un site Oui, elle a été au moins en italien. Je pense qu'elle a déjà... On peut le trouver, Mosbach. Oui. Oui, elle a été éditée, je suis sûr. Oui. Et en tout cas, les actes vont paraître. Les actes vont paraître. Bon. Alors, vous reviendrez, monsieur l'abbé, pour en parler. Il y a enfin une dernière chose que je voudrais souligner, c'est que Don Gérard s'est battu pour préserver notamment les plus jeunes contre l'idéologie. Il a dit... Il les exhorte, ces jeunes, à être des patients lutteurs et à expulser de leur vie, ouvrez les guillemets,
l'idole par excellence, la seule capable de se faire réellement la rivale de Dieu, l'idéologie. C'est l'image désincarnée, l'idée du cerveau qui se substitue au réel, l'utopie, le rêve démoniaque, l'idée de progrès, d'évolution, d'âge d'or, de renouveau. Tout cela qui vaudrait que vous soyez autres que ce qu'ont été vos pères. Il n'y a que Satan qui ait pu vous souffler cette folie, exacte réplique de la tentation au jardin d'Éden. Par votre douceur et votre fidélité têtue à la sainte règle, vous ferez échec à la barbarie verticale, la plus dangereuse de toutes les barbaries, puisqu'elle a fait irruption, hélas, jusqu'à certains de vos monastères. Comment expliquez-vous que cette barbarie et cette utopie effrayante, nous sommes meilleurs que nos anciens et nous allons faire beaucoup mieux, cette espèce d'hubris, de narcissisme dément qu'on voit tous les jours, dans tous les domaines. Mais le grand mystère, bon, c'est Satan. C'est Satan, bien sûr. Certes, c'est la modernité, et la modernité d'aujourd'hui, c'est-à-dire cette post-modernité qui amène encore plus loin. Donc, le mystère, c'est comment cela s'est-il introduit aussi facilement et aussi complètement dans l'Église. Voilà, mystère d'iniquité, assurément. Mais l'Église est faite d'hommes. L'Église est faite d'hommes, l'édifice était évidemment, y compris monastique, rongé de l'intérieur, dont les choses ont pu s'effondrer très rapidement. Tout de même, c'est quand même très fort. Oui, surtout en effet, ce jardin monastique qui représente le ciel, ce cloître qui reçoit la lumière d'en haut. Qui est une fenêtre sur le ciel. Qui est une fenêtre sur le ciel, qui reçoit la lumière d'en haut et qui, dans la symbolique médiévale, représente le jardin d'Éden, avant la faute, bien sûr, le jardin retrouvé, qu'on entoure de prières, où les moines vont dans l'ombre et dans la lumière se recueillir, toujours dans le silence d'ailleurs, toujours dans un grand silence qui lui aussi a été balayé par les réformes de cette époque-là. Je crois d'ailleurs qu'une statue qui se trouve dans le cloître du Barou, qui était autrefois dans celui de Bédouin, a été, sinon sculptée, en tout cas sculptée, oui, mais pas sur des dessins de Don Gérard, qui était un très bon dessinateur. Oui, c'était un artiste. C'était un artiste, donc il était dans cette lignée Charlier, bon, on peut aimer ou ne pas aimer, mais qui, du point de vue du dessin, est totalement remarquable. Son maître, Albert Gérard, sculpteur, certes, mais aussi dessinateur, a fait des choses très remarquables. Et il disait, Albert Gérard, que Gérard Calvet était sans doute son meilleur élève. Et il a laissé des dessins tout à fait remarquables. Donc, notamment celui-là qui demande aux visiteurs et aux moines, dans ce lieu, de faire silence, se taire. Vous trouverez aussi, chers amis de TV Liberté, dans ce livre, des propos sur la mort assez extraordinaires. Quand sa mère est sur le point de s'éteindre, elle dit « c'est merveilleux ». Et Don Gérard va donner une page entière sur « c'est merveilleux, nous allons retrouver les nôtres ». D'abord, maman bénéficie déjà du ciel, elle est déjà au paradis, nous devons nous réjouir, et ensuite nous savons que nous allons mourir et nous allons la retrouver. C'est un texte absolument magnifique que je conseille à ceux... Sa mère qui a beaucoup souffert, non pas de son entrée au monastère, elle est très heureuse, mais tout de même de le quitter, surtout quand il est parti au Brésil, c'était pour cette mère terrible. Bien sûr. Et il y a de très beaux propos aussi sur l'espérance. L'espérance qui ne doit pas être celle des lendemains qui seront meilleurs, mais l'espérance... Celle du ciel. Celle du ciel. Et l'espérance que nous devons avoir aujourd'hui en nous appuyant sur la Providence et en faisant confiance. Nous ne pouvons rien ne dépend de nous. Et cependant, il faut tout faire. Il faut tout faire, selon la formule de Jeanne d'Arc, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais cette remise en Dieu, le texte de Don Gérard est vraiment magnifique. Et quand on est un peu excité politiquement et toujours en lutte, en se disant il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut lire ce texte qui calme et qui repose bien les vraies priorités. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Merci. Alors, je redis tous les livres que vous pouvez lire, chers amis de TV Liberté. Donc, La messe à l'endroit
de Monsieur l'abbé Barthes. L'histoire du missel tridentin. L'histoire du missel tridentin, absolument. Et la messe, une forêt de symboles, chez Via Romana. Ce petit livre, La vie monastique, ses principes essentiels, c'est publié aux éditions Parthénon. C'est un moine qui était le fondateur de la congrégation bénédictine de Beurion, et qui est mort en 1890. C'est un livre. C'est l'équivalent allemand de Solesmes. Voilà. Et enfin, cette très belle biographie de Don Gérard, Tournée vers le Seigneur, d'Yves Chiron, aux éditions Sainte-Madeleine, qui nous donne le portrait d'un homme, d'un grand moine, qui avait un charisme fou, qui avait une influence sur les autres. Une très grande sensibilité aussi. Une très grande sensibilité, une très grande charité, une très grande générosité. Très bon. Et ce livre qui explique, j'ai envie de dire, les combats et la tragédie de cette deuxième partie du XXe siècle, qu'a connu l'Église et les fidèles, et bien sûr leurs pasteurs, qu'ils soient moines ou prêtres. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Merci à vous. Amis de TV Liberté, à la semaine prochaine.